Les ADF ont tué des civils à la machette à Ntombi à l'ouest de Maïmoya, dans le territoire de Béni. Présentement, on vient de retrouver 22 corps, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Béni. La veille, 6 civils avaient été tués dans une attaque contre la ville de Béni, agglomération de plus de 200 000 habitants. Depuis le 28 novembre dernier, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Célestin Mbala, s'est installé avec son équipe à Béni. Nous ne comprenons pas. Les opérations militaires se déroulent à l'est, mais les ADF nous tuent à l'ouest. Les ADF ont déjà quitté là où se déroulent les offensives de l'armée, s'indigne un habitant de la cité de Maïmoya, située à 6 km de la route nationale numéro 4, où sont installées plusieurs positions de l'armée congolaise. Dans son premier discours sur l'état de la nation ce vendredi devant le Congrès, le président congolais Félix Tshisekedi, qui, dès son élection, s'était engagé à pacifier l'Est où sévissent les rebelles, a indiqué avoir changé le commandement de l'armée dans la région de Béni et avoir relevé 11 000 soldats positionnés dans cette zone par 22 000 militaires fraîchement formés. Mais en raison de l'intensité des attaques contre la population, des voix au sein de la société civile du territoire de Béni exigent une évaluation des opérations engagées depuis le 30 octobre par l'armée congolaise. Mary Chiwenga, qui n'a pas été vue en public depuis le retour de son mari de Chine, où il était hospitalisé pendant plus de 4 mois, a été arrêtée par des détectives de la commission anticorruption du Zimbabwe. Le porte-parole de la commission a confirmé que Mary était détenue dans un poste de police de Harare dans le cadre d'enquêtes sur des allégations selon lesquelles elle était impliquée dans le blanchiment d'argent. Elle a été ciblée par la commission et participe aux enquêtes sur les allégations de blanchiment d'argent et d'externalisation portées contre elle. Il lui est notamment reproché d'avoir transféré en 2018 et 2019 de l'argent de ses comptes du Zimbabwe vers des banques sud-africaines en cachant ou en maquillant leur véritable utilisation en violation de la loi sur le contrôle d'échange. Ces fonds auraient été utilisés pour l'achat en Afrique du Sud avec des complices d'une propriété dans la capitale Pretoria et de 2 véhicules tout-terrain de luxe. Chiwenga et sa femme attendraient le divorce après que l'ancien mannequin a demandé au vice-président d'officialiser leur mariage alors qu'il était sur son lit de malade dans un hôpital sud-africain. L'ancien général de l'armée qui a dirigé le coup d'État militaire qui a renversé le dirigeant de longue date Robert Mugabe en 2017 a passé la majeure partie de cette année à se battre contre la maladie dans des hôpitaux en Afrique du Sud, en Chine et en Inde. Quand il a été transporté par avion en Chine, Mary, son épouse, aurait été interdite de lui rendre visite. À son retour à Harare le 23 novembre dernier, elle ne faisait pas partie de ceux qui l'ont accueilli à l'aéroport international Robert Mugabe. 6 otages, tous de nationalité nigériane, avaient été enlevés le 18 juillet dernier. Ils travaillaient pour l'ONG Action contre la faim. L'un d'eux avait été exécuté en septembre par le groupe armé responsable de leur enlèvement. L'assassinat de 4 otages porte à 5 le nombre de travailleurs de l'organisation tués. Action contre la faim demande la libération immédiate de sa dernière otage détenue. Selon le site Groupe de surveillance des mouvements djihadistes, la mort des 4 hommes est le résultat de l'échec des pourparlers avec le gouvernement nigérian. Grâce, la dernière otage et seule femme du groupe est condamnée à une vie d'esclave, selon un journaliste. Les humanitaires, 2 chauffeurs et 3 membres du personnel du ministère de la Santé avaient été enlevés dans l'attaque de leur convoi sur la route entre la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, et la ville de Damasak, dans le nord du Nigeria. Action contre la faim condamne avec la plus grande fermeté ces 4 assassinats et regrette profondément que ces appels à la libération des otages n'aient pas été entendus. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, affilié au groupe djihadiste État islamique, avait publié peu après l'enlèvement une vidéo de l'employé de l'ONG demandant la libération des otages. Action contre la faim avait vu ses locaux au Nigeria fermés sans préavis à l'automne par l'armée qui accusait l'ONG d'avoir aidé et encouragé les terroristes et leurs atrocités. L'organisation avait pu reprendre ses activités dans le pays fin octobre. Une tempête tropicale est attendue sous peu en Somalie et de nouvelles fortes pluies sont prévues dans les prochaines semaines
faisant craindre des épidémies de maladies transmises par l'eau et à moyen terme un pic de nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire d'urgence après la destruction des récoltes. Au Burundi, au moins 38 personnes sont mortes mercredi dans des glissements de terrain provoqués par les pluies sur les collines de l'ouest du pays, selon un bilan provisoire rendu public jeudi par la police. Le Kenya a été lourdement frappé. Selon un communiqué du gouvernement publié mardi, 132 personnes ont été tuées et 17 000 déplacées. Des écoles, routes et centres de santé ont été inondés et les systèmes d'évacuation des eaux usées ont été bouchés. Au Soudan du Sud, le Haut Commissariat des Nations Unies estime qu'1 million de personnes ont été affectées par les inondations qui ont recouvert les villes entières, aggravant une situation humanitaire déjà dramatique après 6 ans de guerre civile. Les inondations ont également touché 570 000 personnes en Somalie, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. En Tanzanie, au moins 55 personnes sont mortes, selon un décompte établi sur des chiffres de la police. Ce total inclut 30 personnes décédées dans des inondations dans le nord-est du pays en octobre, 15 tuées quand leurs voitures ont été emportées par les flots dans la ville de Tanga au nord-est et 10 mortes noyées à Mwanza au nord en novembre. En Ouganda, 8 personnes sont décédées et 80 000 ont été déplacées par les inondations et coulées de boue cette semaine, a indiqué le ministre pour la préparation aux catastrophes. Les eaux situées près des côtes est africaines sont en ce moment presque 2 degrés plus chaudes que celles de la partie est de l'océan Indien, près de l'Australie, soit une différence bien supérieure à l'écart habituel. Les pays de la région sont sous forte menace. C'est une vérité, a certifié le secrétaire général du parti politique centrafricain Kwanankwa. François Bozizé se trouve bel et bien dans la capitale centrafricaine, a-t-il martelé. L'SSG a promis lors d'une conférence de presse que dans les jours à venir, François Bozizé prendra la parole pour s'adresser à ses compatriotes. C'était au siège du parti du président déchu. Mais cette information, le porte-parole du gouvernement centrafricain n'y croit pas. Cette annonce ne me semble pas crédible, a-t-il toutefois réagi. Renversé en 2013 par la Seleka, une coalition de groupes armés rebelles qui s'était emparée de la capitale Bangui, l'ancien général arrivé au pouvoir en 2003 avait dû céder sa place à Michel Djotodia avant de fuir le pays. Depuis lors, ses avocats et ses fidèles militent pour que le gouvernement centrafricain autorise son retour. Il faut dire que François Bozizé est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé en Centrafrique en 2013 pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. L'ancien président est également sous sanction des Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine en 2013. Cette dernière a été marquée par de violents affrontements communautaires entre populations chrétiennes et musulmanes, au cours de laquelle il avait notamment soutenu des milices anti-Balaka. Mercredi, le tribunal administratif de Bangui avait rejeté la requête des avocats de François Bozizé qui demandait un sursis exécutoire à cette circulaire afin de permettre le retour au bercail de l'ancien président. Censé s'ouvrir ce mercredi à Abidjan, le procès de Charles Blé Goudé, accusé d'assassinat, de torture et de viol durant la crise post-électorale de 2010-2011, a été reporté. Le président du tribunal criminel d'Abidjan a décidé de retirer l'affaire du rôle dans l'attente de l'examen du pouvoir par la Cour de cassation, qui pourrait prendre plusieurs mois, a expliqué l'un de ses avocats, Maître Suibi Goré. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens est accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol, selon ses avocats, qui dénoncent une violation flagrante de ses droits. En effet, Charles Blé Goudé, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, est en liberté conditionnelle aux Pays-Bas dans l'attente de l'examen de l'appel de la procureure. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que la procédure n'est pas terminée.
L'audience qui était programmée ce mercredi constituait une violation flagrante du droit élémentaire de Charles Blé Goudé à un procès équitable qui requiert la présence de l'accusé, avait expliqué ce mardi Maître Ndri Claver, un autre de ses avocats, lors d'une conférence de presse. Certains observateurs qui parlent de harcèlement judiciaire pensent que ces nouveaux déboires du patron de la galaxie patriotique sont liés à ses intentions d'être un acteur majeur dans le paysage politique ivoirien. Des allégations que les autorités ivoiriennes ont toujours récusées. Nous sommes en guerre. Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste. La défense de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Pour cela. Et c'est pour cela que nous la gagnerons, plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra. Nous avons les moyens militaires de vaincre. Nous les renforcerons et nous conforterons nos alliances. Je sais que l'ensemble de notre peuple soutient nos forces de défense et de sécurité. La défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour nous tous, civils ou militaires. Le gouvernement mobilisera non seulement les moyens matériels et humains, mais aussi les moyens juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les groupes armés terroristes. Je vous demande à tous, conformément à la loi, d'éviter tout comportement ou propos de nature à démoraliser les forces de défense et de sécurité et donc à nuire à la défense nationale. Tous unis, dans un large front de lutte contre le terrorisme, nous surmonterons cette nouvelle épreuve. Les cheminots de Bamako ne font plus qu'attendre et pendant ce temps, ils boivent sur les parvis de la gare, piquent une sieste sur un banc de quai désert ou encore rêvassent dans des bureaux devenus inutiles. 37 et 38 ans que Mahaman Tianta et Moussa Keïta travaillent pour le rail malien, le premier comme inspecteur matériel et le second comme conducteur de locomotive. Pour que le train roule à nouveau, ils pestent comme les 428 cheminots laissés sur le carreau, mais toujours employés de l'entreprise, contre 10 mois sans salaire et passent leur journée à lutter avec leurs syndicats, se demandant ce qui n'a pas marché et se racontant les belles histoires d'entre-temps. Lundi, c'était le départ du train 12. C'était de l'euphorie. C'était des pleurs ici. Et c'était des retrouvailles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Les archives rentrent vraiment dans le cadre de la conservation de la mémoire de la nation. La mémoire aussi, vraiment, du chemin de fer. Le chemin de fer, il y a la partie exploitation, il y a la partie économique, mais il y a la partie historique, il y a la partie culturelle aussi. Privatisation en 2003, actionnariat franco-canadien, américain et sénégalais, création d'une société bi-étatique en 2015, rien n'y a fait. Un apport de 10 milliards a été décidé en octobre par le Mali, selon le porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré. Il faut que le train siffle à nouveau, avait-il dit.